Ici, voilà, il décrit le fait que on parle en Amérique, à son époque, un peu avant lui, de shame culture, culture de la honte, ou société de la honte, et de guilt culture. Et ils disent, ces anthropologues américains, qui sont aussi hellénistes, que les Grecs n'appartiennent pas à la société de la culpabilité. Ils disent aussi que ce qui obsède la shame culture, c'est-à-dire l'aido culture, la culture de l'aidos, de la honte, c'est l'estime publique. C'est donc l'honneur en ce sens-là, et on traduit aidos à la fois par honneur et par honte. La honte est le contraire de l'honneur, mais il faut être capable d'éprouver la honte pour être honorable. Je vous l'avais dit l'autre fois, vous vous en souvenez, tout comme il faut être capable de connaître l'injustice pour être capable d'être juste. Et il rapporte cela à l'opinion publique, aidos, ici aussi, à la reconnaissance de l'opinion des autres, au regard que les autres jettent sur nous. J'insiste sur ces points parce que je considère, comme beaucoup de gens d'ailleurs, ça n'a rien d'original de ma part, que Platon est celui qui va faire passer la société de la honte à la société de la culpabilité. Que Platon va instiller, si je puis dire, une philosophie de la culpabilité dans la société grecque. Pas Platon tout seul, bien entendu. Ce que dit Dodds, d'une certaine manière, c'est que c'est une évolution générale de la société grecque. Mais moi, je soutiens que celui qui va véritablement faire ce geste, c'est Platon. Et si j'y insiste, c'est parce que pour moi, entre les présocratiques, Socrate y compris, parce que pour moi, Socrate est un pré-socratique. C'est pour ça qu'il peut être dit démonique. Il est encore habité par les démons de la société de la honte. Et Platon et les platoniciens, puis les post-platoniciens, Aristote, Plotin et tout ce qui va s'en suivre, et Paul de Tarse, c'est-à-dire le fondateur du christianisme, eh bien, on est au contraire dans la société de la culpabilité. Ce ne sont pas les mêmes mondes. Et ce que fait Platon, c'est il fait accoucher la société de la honte d'une société de la culpabilité, mais cet accouchement, si nous oublions, si je puis dire, la conception, le moment de la conception, parce qu'avant l'accouchement, il y a la genèse, il y a la parturiente, hein, il y a comment dire ça? Comment ça a un nom? La gestation, voilà. Il y a la gestation, et on pourrait dire, c'est très beau ce mot de gestation, il y a geste dedans, il y a la geste, hein, c'est-à-dire l'aventure, l'épopée, on pourrait presque dire, hein, de la société de la honte. Si nous ne comprenons pas la différence entre ces deux sociétés, nous ne pouvons pas comprendre d'où vient la philosophie, et nous ne pouvons pas comprendre les limites de la philosophie. Les limites. Que nous vivons, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est les limites de la philosophie, c'est-à-dire de l'Occident. Car l'Occident égale la philosophie et réciproquement. Quand je dis l'Occident égale la philosophie, par philosophie, j'entends la philosophie de Platon, mais j'entends aussi Newton, Einstein, et toutes les sciences qui en sont sorties. Tout ça a été des fruits de la philosophie. L'astrophysique, que l'on pratique aujourd'hui avec des sondes spatiales, etc., ça fait partie du mouvement qui a été lancé par la philosophie, par Socrate. Par Socrate, initiant Platon, après avoir été lui-même initié par Parménide et Diotima. Mais aujourd'hui, cette civilisation est en train de rencontrer ses limites. Elle vient à la rencontre des penseurs chinois, de Confucius et d'un certain nombre d'autres. Et c'est très important, ce sont de grands penseurs aussi. Peut-être que, comme il y a eu une sortie de la civilisation de la honte, une entrée dans la civilisation de la culpabilité, nous entrons dans une troisième civilisation, qui ne serait ni de la honte, ni de la culpabilité, et qui passe par la technologie. Car si nous sommes en contact avec la Chine et Confucius aujourd'hui, c'est par Internet, c'est par la technologie.
par cette technologie qui fait tomber Ben Ali et Moubarak, au fait, où il en est, lui. J'ai pas eu le temps d'écouter les infos. Il est toujours là? Voilà ce que nous étudions. Voilà les enjeux de ce cours. Et puisque je viens de vous parler de l'Internet et de la jeunesse égyptienne et tunisienne héroïque, héroïque voulant dire prête à mourir pour la liberté. C'est ça, être héroïque. Pour la dignité, comme on dit innombrablement les Tunisiens et les Égyptiens. La dignité, la dignité, la dignité. Ils n'ont pas arrêté de répéter ce mot-là, sur tous les tons, et dans la langue arabe, en français, en anglais, etc. C'est magnifique, ça. Dignité, c'est-à-dire honte, et aidos, je dis en passant, hein, parce qu'il y a un lien direct entre le sentiment de la honte et le sentiment de la dignité. Il est honteux, il n'est pas digne, c'est quasiment synonyme. Eh bien, ce sont des digital natives. Ce sont ces combattants, tout jeunes, qui ont trouvé le courage, au-delà de leurs aînés, d'affronter ces dictatures, cette police terrible de Ben Ali, cette police de Moubarak. Eh bien, il y a quelque chose qui les a portés, qui est l'espace numérique. Et oui. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait là? Ça a tout à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant. Parce que maintenant, je vais vous parler de la jeune génération grecque. À l'arrière-plan de ce passage du mythos au logos, Dodds nous dit qu'il y a une mutation de la structure familiale. Mutation de la structure familiale qui conduit à un changement du rapport entre les générations. Les Grecs anciens, nous dit Dodds, croyaient, c'est ici, où est-ce que c'est, je trouve plus. Voilà. Croyaient en la solidarité familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la croyance que la Grèce archaïque partage avec d'autres sociétés des premiers temps, que la vie du fils est une prolongation de celle du père. Si par exemple mon père a été un héros, je récupère son caractère héroïque. C'est-à-dire que j'hérite de son héroïsme, en quelque sorte, a priori. C'est-à-dire que je suis mis en obligation de devenir héroïque moi-même, d'ailleurs, du même coup. Hein. Mais je suis inscrit dans une lignée héroïque. Ça s'appelle une généalogie. Il y a un lignage, c'est la noblesse hein, qui est là, dont on parle, hein, je vous signale. Hein, ce sont, tous ces gens dont on parle, ce sont des combattants, ce sont des nobles, en ce sens-là, des soldats. Et il hérite des dettes morales de son père, tout comme il hérite de ses dettes commerciales. C'est-à-dire qu'il hérite de sa gloire, mais il hérite aussi de ses obligations. C'est une société de vendetta, hein, si ça veut dire. Hein, c'est ce que ça signifie quand même. C'est-à-dire que si mon arrière-grand-père a tué le père ou la fille, ou je sais pas, la guerre elle continue avec la famille en face. Hein. C'est une société clanique. Mais ce que dit Dodds, c'est que l'héritage ici et la dette, peu importe que ce soit des dimensions morales ou des dimensions commerciales ou matérielles. Bon, si... Imaginez que, par exemple, on découvre que votre grand-père a commis des frasques, il doit beaucoup d'argent, et ben vous êtes obligé de payer. Hein, vous héritez des dettes. Mais s'il a commis des crimes, vous héritez aussi de la honte qui pèse sur lui. Hein. Mais cette honte, ce n'est pas simplement un sentiment, ce sont des obligations sociales que ça induit. Tout le poids, c'est un peu plus bas ici, tout cela impliquait que tout le poids du sentiment religieux et de la loi religieuse empêchait, dans cette religion traditionnelle, il parle de religion, moi je ne parlerai pas de religion d'ailleurs, je parlerai de croyance, enfin peu importe, empêchait l'apparition d'une conception véritable de l'individu en tant que personne. Voilà où il voulait en venir. Et qu'il dit, dans cette société archaïque, l'individu n'existe pas en tant qu'individu. Il est toujours lié à sa famille, il est dans un clan, et donc il n'a pas de droit et de responsabilité personnelle.
Et un tout petit peu plus bas, il dit « La libération de l'individu des liens du clan et de la famille est une des principales réalisations du rationalisme grec. » Vous vous souvenez que je vous parlais de Aufklärung tout à l'heure. Aufklärung, ça veut dire philosophie des Lumières, mais ça se traduit aussi par rationalisme. Donc, le rationalisme grec, c'est celui qui va libérer l'individu du clan, c'est-à-dire le fils de son père. C'est celui qui va libérer le fils de l'autorité paternelle. Et c'est une réalisation dont le mérite revient, dit Dodds, à la démocratie athénienne. C'est-à-dire à qui? D'abord à Maiandrios, qui est le roi, qui le premier a dit « Je mets au milieu, je jette mon sceptre, c'est-à-dire mon pouvoir royal, au milieu, et je dis maintenant, tous ceux qui font partie de la royauté peuvent prendre des décisions comme moi. » C'est celui qui a fondé la police grecque, selon la légende en tout cas. Hein. C'est un personnage plus ou moins légendaire, Maiandrios. Derrière lui est arrivé Solon. Solon qui a écrit des lois, alors là, à proprement parler, lui c'est un personnage historique, on le connaît, il a écrit, c'était aussi un poète, donc, et il a posé en principe que tous les citoyens sont isonomes. Isonomes, ça veut dire égaux devant la loi, et homoioi, c'est-à-dire semblables. Ils sont sur le même plan, c'est l'égalité. Solon est le fondateur de l'égalité. C'est lui qui fonde la police grecque au sens juridique du terme à proprement parler. Tout le monde est égal devant la loi, en droit et en devoir, bien entendu. C'est de Solon que commence cette notion. Puis vient Clisthène. Celui qu'on appelle parfois Clisthène l'Athénien, c'est celui qui fonde à proprement parler la démocratie. Clisthène casse les clans, les tribus. Il dit ça suffit les vendettas et tout ça, terminé. À partir de maintenant, vous êtes tous divisés en dèmes. Ça veut dire en 10 communautés qui sont fabriquées de manière purement arbitraire, pour casser les liens du sang, les liens tribaux, et pour unifier Athènes. C'est l'origine de la démocratie, la démocratie, hein. C'est ça l'origine de la démocratie, et ça repose sur la destruction de la société patriarcale. Alors, à ceci, il faudrait ajouter ce que ne fait pas Dodds, et c'est dommage, mais on va voir que d'autres le font à sa place, que tout ça se produit parce que la pratique de la lettre se généralise. Tout ça n'est possible qu'à travers l'écriture. C'est ce que dira Jean-Pierre Vernant. C'est ce que dit ici un élève de Jean-Pierre Vernant qui s'appelle Marcel d'Étienne. C'est très important. Vers 650, dit-il, 650 c'est le 7e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment l'époque de Solon. Hein, c'est l'époque des présocratiques, début des présocratiques. Vers 650, la royauté a disparu. Depuis un siècle au moins, donc 750 au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire 4 siècles avant Platon. L'écriture alphabétique est en circulation. Les marchands, les poètes, les artisans, les particuliers, chacun en use à son gré et comme il l'entend. Simple, lisible, elle ne sera jamais réservée à des professionnels. Pas plus que les dépêches diplomatiques, dit Wikileaks aujourd'hui avec le numérique. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est que ce qui est en jeu là, c'est que tout à coup on dit ça suffit là. Vous monopolisez tout. Avec cette technique de l'écriture que tout le monde peut maintenant apprendre, tout le monde peut devenir citoyen. C'est ça l'enjeu de Wikileaks. Ça ne veut pas dire que Julian Assange et Wikileaks ont raison de faire ce qu'ils ont fait. C'est pas mon problème de savoir s'ils ont raison ou tort. C'est très compliqué. J'ai d'ailleurs pas vraiment d'opinion claire là-dessus. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est ça l'enjeu. Là, ce que nous voyons apparaître, c'est les literal natives, les natifs de la lettre. Ils apparaissent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, il y a des natifs du numérique, que quelques-uns d'entre nous ici sont, que je ne suis pas, que pas mal d'entre nous ne sont pas ici. Nous ne sommes pas des natifs du numérique. Nous ne sommes pas non plus des natifs de la lettre. Nous sommes des natifs de l'analogique, de la radio, du cinéma et de la télé. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Nous ne sommes peut-être pas gâtés par l'histoire. Quoi qu'il en soit, je dis peut-être, hein, je dis toujours peut-être, parce que je ne suis pas sûr de tout ça. En tout cas, c'est un héritage, je crois, assez ingrat. Bon, je ferme cette parenthèse.
je lis encore une citation de Détienne, les règles fondamentales de la vie en cité, l'écriture les rend monumentales, c'est ce que je vous avais dit au début de mon cours. Partout dans Athènes, il y a de l'écriture qui est gravée. Dans le marbre, partout. Les pierres des rues, l'agora, les lieux de culte, les stèles funéraires, c'est gravé partout. Et ça n'arrête pas de graver en permanence. Il n'y a pas de presse écrite, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de papier, mais il y a du marbre. Et donc on fait des journaux de la presse libre au burin. Hein. Bon, à cette époque-là, il faut des biscottos et des épaules. Mais l'écriture est partout. Henri René Marou, un historien de l'éducation, très intéressant, que je vous recommande de lire, qui est spécialiste de l'éducation chez les Grecs et chez les Romains, nous confirme que en 480, c'est-à-dire à la naissance de Socrate à peu près, tout le monde en Grèce sait lire. Tout le monde sait lire, et c'est tellement vrai que, donc ici, lorsqu'en 480, à la veille de Salamine, qui est une grande bataille, les Tréséniens reçurent avec une touchante cordialité les femmes et les enfants repliés d'Athènes, puisque les Athéniens étaient donc en retraite militaire, je veux dire, ils étaient réfugiés. Les Tréséniens engagèrent aux frais de leur cité des maîtres d'école pour apprendre aux enfants à lire. C'est-à-dire que la pratique de l'école à cette époque-là est tellement inscrite dans la normalité la plus banale qui soit, que des gens qui accueillent par hospitalité, un peu comme Sarkozy accueillerait des Roms par exemple, ils disent allez à l'école. Vous parlez pas bien français, c'est pas grave, on va vous apprendre le français. Je veux dire, vous parlez pas bien. Non, mais ils parlent la koiné à cette époque-là, la langue commune. Ça, c'est un siècle et demi avant Platon. Et c'est ce qui fait apparaître une génération de natifs de la lettre, qui va venir bousculer les natifs de la mythologie. Ça va un peu moins vite qu'à notre époque. Chez nous, les choses se font en 20, 30, 40 ans. À cette époque-là, c'est 2, 3, 4 siècles. Bon. Ça circule quand même un peu moins vite. Ce ne sont pas des réseaux électroniques. Ça circule à dos de cheval, de chameau, sur des trirèmes, des bateaux, des messagers aussi qui transportent. Vous savez, on en voit déjà dans l'Iliade, qui transportent des messages. Des marathoniens, à cause de la bataille de Marathon, c'est pour ça qu'on parle de marathoniens. Ça circule à dos d'animal ou d'homme, etc., mais ça circule quand même, donc ça va moins vite. Et dans ce moins vite, il y en a qui se trouvent entre les natifs du mythe et les natifs de la lettre. Socrate, par exemple. Il est un peu entre ces deux civilisations. Il est entre ces deux civilisations, et il hérite aussi, en tant que tel, de cette tradition qui est encore très vivante à l'époque de Socrate et même de Platon, on le verra tout à l'heure, où les fautes morales sont encore héritées par les descendants. Il y a une émancipation des jeunes par rapport à leurs parents, mais il n'empêche que les fautes morales continuent à être héritées par leurs descendants. Et le kléos également. Il y a ce que Wikipédia, que je cite là, c'est le Wikipédia anglais, appelle un kléos héréditaire. Ici. En se référant à l'Iliade d'ailleurs. Il dit le kléos est héréditaire, cette notice fait un rapport direct entre le kléos et l'aidos, la honte. Tout cela constitue le bain d'une époque qui précède Socrate et qui est celle d'Échille. C'est le bain culturel d'Échille. Qui est Échille? Donc voici un autre buste. Il est beau celui-là. Imposant. Il ressemble à mon grand-père. Échille, c'est celui qui a écrit les Perses. Vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Ça a été diffusé en 1965 par la télévision française. Je l'ai vu. J'avais 13 ans. C'était l'accord historique gaulo-communiste qui faisait ces magnifiques films qu'on voyait à la télévision. Voici notre scène des Perses.
encore celle-ci. Tout le monde regardait ça à cette époque-là, à la télé, vous voyez. Et moi j'ai découvert Échille comme ça. C'est la première fois que j'entendais parler des Grecs anciens. 13 ans, oh, j'étais baba. La tragédie grecque. C'est Échille qui constitue la tragédie grecque. C'est le père de la tragédie grecque, Échille. Le voici encore. Né en 526, mort en 456. Eh bien, à l'époque d'Échille, le daimon est toujours là, nous dit Dodds. À l'époque d'Échille, la société est encore pleine de démons. Échille, qui est donc l'auteur des Perses, mais aussi de Prométhée enchaîné, dont je vous ai déjà parlé de Prométhée. Hein. Prométhée enchaîné, c'est le grand texte sur Prométhée, la tragédie la plus connue d'Échille, dont voici des représentations contemporaines. Terrible représentation, le vautour. Celui-là, je vous l'avais déjà montré. À l'époque d'Échille, donc, à l'époque des Perses et à l'époque du Prométhée enchaîné, le daimon, cependant, il existe toujours, mais il connaît, nous dit Dodds, une transformation. Là, nous sommes 3 siècles après Homère. 2 à 3 siècles après Homère. 2 à 3 siècles après Homère. Par exemple, dans les Perses, et les Perses d'Échille, le grec rusé qui est un personnage des Perses donc, est avec la prêtresse Timo. Et qui est Timo? Elle n'avait pas agi en tant que personne humaine, mais en tant que médiatrice d'une intention surnaturelle. Dans les Perses, voilà par exemple une occurrence d'action menée dans la possession d'un daimon. Il y a une atmosphère encore opprimante et hantée, dit Dodds dans les personnages d'Échille. Il cite un helléniste allemand qui s'appelle Glotz, qui soutient que chez Échille, il y a un retour des démons, et que ce serait une résurgence tout à coup dans la société grecque policée de la sorcellerie quasiment. Et Dodds dit pas du tout, c'est pas du tout un retour des démons. Les démons n'ont jamais été absents. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as beaucoup d'écriture sur... Ah, mais c'est pas grave ça. Ça me rentre dans la tête. Échille, dit Dodds, n'avait pas besoin de faire renaître le monde des daimones, c'est dans ce monde qu'il est né. Donc on est encore en plein dans cette société. Et son intention n'est pas d'y ramener ses concitoyens, mais au contraire de les conduire à travers ce monde pour les en faire sortir. Voilà où je voulais... pourquoi je voulais vous faire lire ça. Échille est celui qui essaye de faire sortir la société traditionnelle d'elle-même pour aller vers quoi? À travers en particulier ce texte qui s'appelle les Euménides, dans un monde transformé par l'action d'Athéna en un monde nouveau de justice rationnelle. Cette justice rationnelle qui se cherche, je vous rappelle qu'Hésiode, Les Travaux et les Jours, est un poème sur la justice déjà, alors ça c'est beaucoup plus ancien, Hésiode c'est le 7e siècle. Hésiode que nous avions lu déjà pour essayer d'interpréter qui est Prométhée, qui est Épiméthée, etc. Cette justice, c'est aussi le sujet, vous le savez bien, de tous les dialogues de Platon. Par quoi commence la République, par exemple? Qu'est-ce que la justice? Ce n'est pas qu'est-ce que la vertu, c'est qu'est-ce que la justice? Le République qui est considéré comme le livre de Platon. Erreur! Un livre de Platon, qu'il faut évidemment lire, il est très très important. C'est lui qui va être essentiellement retenu par toute l'histoire de la philosophie. Mais c'est une régression, la République de Platon. J'essaierai de vous dire pourquoi rapidement à la fin de cette année. À mon avis, une grande régression. Quoi qu'il en soit, la justice, c'est le sujet de la République, mais pratiquement tous les dialogues de Platon, parfois à travers la vertu, parfois à travers d'autres sujets, la vérité, la beauté, etc. Le sujet, c'est toujours la justice. Parce que ce qui obsède les Grecs, c'est comment fonder la justice. Sur quoi fonder? Comment être juste? C'est ça leur obsession. À tous. À tous, parce qu'ils ont créé une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre, avec une loi, un droit public,
d'un débat et tout ça. Et comment être juste, ça veut dire quels critères donner à la justice, quels critères de décision, sur la base d'une critique, c'est-à-dire d'une justice rationnelle. Car une justice rationnelle, c'est une justice critique. On critique la jurisprudence, les arrêts de justice précédents, on essaye de les améliorer. On n'arrête pas de transformer la société et de se transformer soi-même dans ce monde-là. Cette transformation, nous dit ici Dodds en citant Eschyle, passe par une libération de la tradition. Et cette libération de la tradition, nous dit Dodds, elle conduit à un nouveau daimon chez Platon. Un nouveau daimon qui est d'abord celui de Socrate. Il y a le daimon de Socrate, qui est cette résurgence de la société archaïque à l'intérieur de Socrate, qui est peut-être cependant irréductible. C'est ma thèse. Quand je dis qu'il est peut-être cependant irréductible, on peut réduire la société traditionnelle, on peut en sortir, mais sans effacer ce qui nous vient de la société traditionnelle comme étant ce dont Socrate nous dit, dans le Ménon, que si on veut répondre à la question, à l'aporie de Ménon, à un moment donné, on est obligé d'en revenir là, à cette société démonique. Et peut-être que c'est toujours le cas pour nous. Peut-être d'ailleurs que si nous ne le comprenons pas, nous, je parle les modernes ou les hyper-modernes du XXIe siècle, nous qui peut-être nous revendiquons de la raison, de la rationalité, c'est mon cas, moi je suis un rationaliste, comme Freud, eh bien nous aurons peut-être de plus en plus de mal à convaincre les intégristes religieux de ne pas être intégristes. Peut-être que si nous ne comprenons pas qu'en effet tout n'est pas réductible à la calculabilité du capitalisme consumériste mondialisé, qui produit beaucoup de misère, d'extrême misère, milliards de gens qui crèvent de faim, de soif, de maladie, mais aussi une misère symbolique dont nous souffrons tous, nous et nos enfants. Si nous ne comprenons pas qu'il y a peut-être un problème dans le fait qu'on puisse tout réduire à la calculabilité, parce que ça produit peut-être inévitablement ça, alors peut-être que, eh ben oui, peut-être qu'en effet, les ayatollahs prendront le pouvoir partout, les ayatollahs, les extrémistes protestants en Amérique latine, on en trouve plein, qui sont des sociétés évangéliques, etc., etc. Les juifs extrémistes qui vont mettre peut-être un jour la planète à feu et à sang, et les extrémistes laïcs, car il y en a aussi. Il y a aussi des extrémistes de la laïcité, c'est-à-dire des gens qui sont absolument intolérants vis-à-vis de toute croyance, et qui du coup croient absolument à une laïcité absolument pure, qui est une façon d'être totalement dogmatique, d'être totalement fanatisé. Et c'est une façon d'avoir totalement perdu l'idée de ce que c'était que la pensée des Lumières, par exemple, qui ne disait jamais qu'il fallait supprimer les religions. Qu'elles se développent. Par contre, nous développons une pensée majeure, c'est-à-dire développons la raison. Quoi qu'il en soit, le daimon habite Socrate, et à travers Socrate, Platon, alors là cette fois-ci je parle de Platon et non plus de Socrate, va finir par faire du daimon une puissance fondamentale, et j'ose dire tutélaire, de sa propre philosophie. C'est dans un de ses derniers textes, sinon le dernier, qui est le Timée. Et voici ce qu'en dit Dodds. Platon reprit et transforma complètement l'idée du daimon, comme il le fit avec tant d'autres éléments de croyance populaire. Le daimon devient une espèce d'esprit directeur sublime ou de surmoi freudien qui, dans le Timée, est identifié avec l'élément de pure raison en l'homme. Ça, je vous signale que ça préfigure, ça annonce, d'une certaine façon, des thèses kantiennes, qu'on trouvera dans la critique de la raison pure. Cela étant, quant à ce passage, quant à cette intériorisation du démonique par Platon lui-même, eh bien, il faut bien se souvenir que c'est le passage d'une civilisation de culpabilité à une civilisation de honte. Et donc Dodds demande comment faut-il concevoir la relation entre civilisation de culpabilité telle que j'ai décrite et civilisation de honte dont j'ai parlé au premier chapitre.
Ceci, à nouveau, Dodds nous dit que ça doit être pensé en rapport avec l'évolution de la famille et du rapport entre le père et le fils. Il revient sur la question de la famille. Il dit ceci, dans la société grecque, y compris encore à l'époque de Platon, la famille était la clé de voûte de la structure sociale archaïque. Pardon, je vous dis une bêtise. Dans la société archaïque, la famille était la clé de voûte de la structure sociale. Son organisation était patriarcale. L'autorité du père sur ses enfants était illimitée. Nouveau-nés, il peut les exposer, ça veut dire les tuer. Hein. On tuait les filles en particulier quand on n'en voulait pas. Il peut les bannir de la communauté, comme fils dévoyé ou rebelle, comme Thésée bannit Hippolyte, etc., etc. Donc le père a une puissance totale sur ses enfants. Il a droit de vie et de mort, comme on disait. Le fils avait des devoirs, il n'avait aucun droit. Il restait perpétuel mineur. Il n'atteignait jamais la majorité tant que son père n'était pas mort. Il fallait que le père fût mort pour que le fils puisse devenir un père lui-même. Un père au sens patriarcal. Il pouvait avoir des enfants, bien entendu, mais le père des enfants du fils, tant que le père était vivant, c'était le père du fils. C'est ce qu'on appelle le patriarcat. Plus de 2 siècles après Solon, c'est-à-dire après celui qui, avec Clisthène, va casser la société tribale, la tradition de juridiction familiale demeurait si puissante que Platon lui-même, qui n'était assurément pas un admirateur de la famille, fut obligé d'y faire place dans sa législation. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi Platon déteste la famille dans la République. Parce que dans la République, il essaye vraiment de casser les familles. Ce qui nous choque aujourd'hui. Moi le premier. Hein. Mais, parce que ça ressemble un tout petit peu au stalinisme. Un tout petit peu, quoi. Hein, une façon de dire, allez hop, on va tout... oui, mais il y avait des raisons aussi, parce que quand le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants, quand le fils ne pouvait pas devenir majeur tant que le père était vivant, etc., on comprend qu'un type comme Platon se dit, ça pèse lourd la famille. Famille, je vous hais, comme disait André Gide, ce que Luc Ferry n'a pas bien avalé. Le fils se soumettait au père avec la même obéissance inconditionnelle qui lui serait accordée le temps venu par ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il attendait, il se soumettait à son père en attendant de pouvoir soumettre ses propres enfants. Alors, tout ça engendre, comme dit ici Dodds, des tensions internes, des tensions à l'intérieur de la société grecque qui vont finir par conduire à des violences, à des conflits, à des tyrannies, à des meurtres et à des procès. 300 procès qui vont conduire en particulier Socrate à boire la ciguë. Parce que c'est dans ce contexte-là que Socrate va devoir boire la ciguë. C'est dans un contexte où Anytos et un certain nombre d'autres l'accusent de pervertir la jeunesse, c'est-à-dire de la rendre indocile, de la rendre rebelle, qu'on va dire, tu as perverti la jeunesse, tu as détruit les croyances religieuses comme Xénophane. Tu es un impie et tu vas boire la ciguë. Ou alors tu t'en vas. Et il dit, je boirai la ciguë, car jamais je n'admets... Ou bien tu admets tes torts et tu t'en vas, tu as la vie sauve mais tu es exilé. Ou bien tu refuses d'admettre et tu boiras la ciguë, je choisis la ciguë. Tout ça étant en relation, je vous le signale, je vous le redis, avec l'écriture. Platon lui-même accusera les sophistes de pervertir la jeunesse à travers l'écriture. Platon qui lui-même pratique l'écriture. Chose qui conduit Socrate à devoir boire la ciguë, qui est un pharmacone, comme l'écriture. Nous sommes dans une situation proprement pharmacologique, et la jeunesse dans cette situation pharmacologique est le sujet de toutes les attentions. Jeunesse des Athéniens ambitieux en particulier, les Ménons, les Phèdres, ce sont des jeunes Athéniens qui voudraient, qui en veulent, comme on dit, hein, mais qui sont pervertis par l'esprit pourri des sophistes, à travers l'écriture. Ça ressemble beaucoup à la question d'aujourd'hui et au numérique. Hein. Ça ressemble beaucoup à tout ça, et moi je dis, oui, mais c'est pas l'écriture qui pourrit tout ça, c'est une certaine pratique de l'écriture, à l'époque des Grecs, bien entendu. On le verra bientôt. Notre esclave qui comprendra la géométrie, qui la retrouvera dans sa mémoire, il sait lire. Parle-t-il grec demande Socrate. Oui, répond Ménon.
Sait-il le grec? Oui, répond Ménon. Mais il sait aussi lire et il sait même compter. Il sait compter. Il est éduqué. Car les Grecs, ils les éduquaient, leurs esclaves. Certains d'entre eux, en tout cas. Quoi qu'il en soit, Socrate vit entre deux époques. L'époque archaïque et l'époque rationaliste. Et ici, il faut parler d'un autre chercheur helléniste qui s'appelle Gilbert Murray, et qui dit que, en fait, à l'époque de Socrate et de Platon, la société grecque est appuyée sur ce qu'il appelle un conglomérat hérité. The inherited conglomerate. Le conglomérat hérité. Je lis le commentaire de Dodds, toujours c'est Dodds qui y réfère. La métaphore géologique est heureuse, car la croissance religieuse est géologique et son principe dans l'ensemble et avec des exceptions est l'agglomération plutôt que la substitution. Il dit dans la société grecque, les dieux ne chassent pas, un dieu ne chasse pas un autre dieu, ils s'agencent, ils s'accumulent les uns avec les autres et ils forment un système de dieux. Il est très rare qu'une nouvelle structure, là il ne parle pas simplement des Grecs, il parle en général, en anthropologie, il est très rare qu'une nouvelle structure de croyance efface complètement la structure qui la précède. Donc il y a une rupture entre la société archaïque et la société rationaliste, mais ça ne veut pas dire que la société rationaliste a effacé les restes de la société archaïque. Heureusement, ça, des gens qui ont voulu faire ces effacements, ça existe. Pol Pot, Staline, Hitler et un certain nombre d'autres. Mais en règle générale, ça conduit, enfin pas en règle générale, ça conduit toujours à des catastrophes. L'ancien survit comme un élément dans le nouveau, dit Dodds, à travers le conglomérat hérité. Eh bien, nous verrons bientôt que ça a des conséquences extrêmement précises et concrètes dans la théorie de l'individuation de Gilbert Simondon. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ce conglomérat, cet héritage culturel, on dirait aujourd'hui, le patrimoine, dirait le ministère de la Culture, le DRAC, ce conglomérat d'où surgit ce qui rompt avec lui. C'est-à-dire que c'est depuis ce conglomérat que quelque chose surgit qui vient rompre avec lui. À savoir le logos contre le mythos. Il devient le ferment d'une situation conflictuelle que l'on verra revenir avec Antigone. Donc voici une représentation. Vous la voyez, la jeune fille qui s'oppose au maître Créon. La Créon domine le tyran, bien affalé dans son fauteuil royal ou tyrannique, et Antigone vient protester pour défendre Polynice, qui a droit d'être enterré comme tout le monde. Voici une autre représentation d'Antigone. Sur un vase, où un vase est représenté d'ailleurs, comme vous le voyez peut-être. Voici encore une belle statue, une belle sculpture où l'on voit Antigone dans les bras de son père, qui s'appelle Oedipe. Antigone, qui est la tragédie célébrissime de cet homme qui s'appelle Sophocle. 496 avant Jésus-Christ. Il est né en 496, il est mort en 406. Je vous l'ai déjà dit, il vivait en même temps que Socrate, il est mort 7 ans avant Socrate. Il vivait en même temps que Périclès, ils étaient amis, et ils allaient voir, ils ont vu ensemble cette pièce d'Antigone. C'est pas génial, ça, d'imaginer cet homme-là avec Socrate et Périclès, et qui regardent ensemble la pièce d'Antigone. Vous allez vous asseoir au théâtre d'Épidore, à côté d'Athènes, et vous vous dites, voilà, j'y suis. Eh bien, c'est ce qui ressurgit, le conglomérat hérité dans la figure d'Antigone. Car lorsqu'Antigone dit à Créon, « Tu n'as pas le droit de laisser Polynice sans sépulture », elle lui dit, « Bien sûr, ta loi écrite, ta loi humaine, rien n'oblige à enterrer les morts. Mais dans la loi divine, c'est-à-dire dans le conglomérat hérité, c'est un sacrilège de ne pas enterrer un mort. C'est-à-dire de ne pas lui permettre d'aller dans l'Hadès pour nous laisser en paix. » Un peu comme au Japon, je vous avais dit qu'il fallait avouer un crime pour que le fantôme du mort ne vienne pas perpétuellement hanter les survivants. Vous vous souvenez peut-être de ça.
tout ça va conduire à une crise parce que, comme le dit ici, c'est souligné en jaune, en rouge, Dodds déchire à Platon, au cours de la période qui va déchirer à Platon, l'écart entre les croyances du peuple et les croyances des intellectuels, qui était déjà implicite chez Homère, s'élargit jusqu'à une rupture complète, préparant ainsi la voie à l'effritement progressif du conglomérat. Et ça va être la décadence d'Athènes. Et c'est là que Socrate va être condamné à mort et qu'un certain nombre de grandes catastrophes vont se produire, qui sont liées à une accusation de la part du peuple, des croyances populaires, une accusation à l'endroit des sophistes, des philosophes, de tout ce qu'on appelle les intellectuels, les aufklärers, d'être devenus, en tant que natifs de la lettre, des mécréants, des gens qui n'arrêtent pas de remettre en cause les croyances religieuses. Tiens, j'ai oublié une page. C'est bien dommage. Non, j'ai inversé. Si, j'ai oublié une page. Bon, tant pis. Ça, c'est bizarre, alors. Alors, c'est dommage que j'ai oublié cette page parce qu'il y a dit des choses très importantes. Je vais vous les lire. De toute façon, toutes ces pages, je vous les mettrai sur le site si vous voulez les lire tranquillement. Je ne serai pas en règle absolue avec le droit d'auteur, mais bon... pas totalement, c'est de la citation. Si c'est de la courte citation, me dit ma juriste de femme, il n'y a pas de problème. Donc je ne serai pas attaqué par mon éditeur Flammarion, puisque c'est mon éditeur qui publie ce livre. Xénophane, celui que je vous ai montré tout à l'heure, le présocratique qui avait dit si un dieu savait peindre son dieu, si un bœuf savait peindre, son dieu ressemblerait à un bœuf, hein, Xénophane était un homme profondément religieux, nous dit Dodds. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'il disait ça qu'il ne croyait pas au Dieu. Mais il avait une conception personnelle en un Dieu qui n'est pas comme les hommes par l'apparence ou par l'esprit. Il préfigurait donc un Dieu du philosophe, comme on l'appelle parfois, un Dieu de l'intellect, un Dieu purement conceptuel. Un Dieu qui n'est pas au ciel, comme dans l'imagerie des catéchismes, en train de distribuer des indulgences. Ou des cadeaux à Noël, puisqu'il n'est pas tout près de se transformer en Père Noël, ce Dieu-là. Hein. Bon. Xénophane, donc, n'était pas un mécréant, il croyait, il était religieux, profondément même religieux, dit Dodds, mais il se rendait compte qu'il s'agissait de foi et non de connaissance. Ça précise les choses. Les aufklärers grecs ne sont pas contre la religion. C'est d'ailleurs ce que dit Socrate. Il dit, mais moi, j'ai jamais été contre la piété. D'ailleurs, je suis pieux. D'ailleurs, je suis démonique. Mais je ne veux pas qu'on mélange deux types de croyances. Enfin, une croyance qui est la foi religieuse et une connaissance qui est une croyance qui n'est pas simplement une croyance, mais un savoir positivement constitué et démontré. Si on mélange les croyances religieuses avec les démonstrations, alors on est fichu. On peut nous raconter absolument n'importe quoi. Il faut distinguer entre ce qui est connaissable et ce qui ne l'est pas. Voilà l'enjeu. Et évidemment, le mais non est perturbant parce que tout à coup, pour pouvoir fonder la distinction entre ce qui est connaissable et ce qui n'est pas connaissable, eh bien, il faut faire appel à ce qui n'est pas connaissable. Ah, ça, évidemment, ça s'appelle une aporie. C'est une difficulté redoutable, mais c'est la question du désir. Cette question du désir, eh bien, cette question du désir qui est aussi la question de ce qui n'est pas connaissable, c'est l'affaire de la mystagogie et de la poésie. Les poètes nous parlent toujours, en particulier les poètes lyriques comme celui-ci. Ce qu'on appelle le poète lyrique, c'est celui qui chante ses sentiments, mais il est accompagné d'une lyre, il s'accompagne d'une lyre. Et le grand poète des poètes lyriques, c'est Orphée, je vais vous le montrer tout à l'heure, si on a le temps. Les poètes lyriques, ils parlent de leurs sentiments. Le lyrisme, comme on dit, hein, c'est du sentiment de l'individu, cette fois-ci. Hein. Ils chantent plus simplement les héros, les épopées d'Agamemnon, d'Achille, de je ne sais qui, d'Ulysse. Non, ils chantent leurs sentiments.
Dans la société grecque, il y a des dieux, il y a des démons, mais il y a aussi des poètes, des rhapsodes. En voilà un magnifique que je vous remontre le même, mais en couleur. Ça, on ne voit pas tout à fait la même chose. Magnifique. Des rhapsodes. En voici encore. Des aèdes. Aèdes qui sont convoqués, je vous le rappelle, par Socrate au début, juste avant la lecture du mythe de Perséphone. Vous vous souvenez, il dit je vais me référer à ce que disent les prêtres, les prêtresses, les poètes et les poétesses. Donc, il n'y a pas que les mystagogues et les prêtres et les religieux qui sont convoqués ici. Il y a aussi la littérature poétique, disons la littérature, c'est peut-être la poésie, hein, la poésie. Là aussi, c'est très très étonnant parce que Platon va condamner la poésie. Bientôt, dans la République en particulier. Il dira pas de poètes dans la République. Les poètes sont dangereux. Les poètes sont des gens qui nous racontent des histoires, qui nous rendent faibles, qui nous éloignent de la vérité, en tant que la vérité, ben justement, c'est la connaissance, c'est pas la simple croyance. Et bien là encore, ce sont les poètes qui sont convoqués. Pourquoi est-ce qu'ils sont convoqués et pourquoi est-ce que c'est très important de se demander pourquoi ils sont convoqués? Parce qu'après tout, vous pouvez dire, ils sont convoqués comme les prêtres. Bon. N'en faisons pas un fromage. Non, mais un poète, c'est pas simplement un prêtre. Les poètes, chez les Grecs, les poètes qu'on appelle lyriques, les aèdes et les rhapsodes, d'abord, ils appartiennent à la culture à la civilisation de la honte. Ils y jouent un rôle extrêmement important. Et ils appartiennent aussi à ce que Nietzsche appellera la culture tragique. La culture de la honte, c'est ce que j'appelle moi le tragique. C'est ce que j'appelais jusqu'à maintenant le tragique. C'est la même chose. C'est absolument synonyme. Si Platon voudra se débarrasser à un moment donné des poètes, c'est parce qu'il veut sortir de la société tragique pour entrer dans une autre société, qui est une société de l'immortalité de l'âme. Je veux dire que la société tragique, c'est une société dans laquelle il n'y a pas d'immortalité de l'âme. L'âme peut revenir, mais elle n'est pas immortelle. Dire que l'âme est immortelle, pour un grec tragique, c'est absolument impie. Ça veut dire se prendre pour un dieu. Il n'y a que les dieux qui ne sont pas mortels. Les mortels sont mortels. Ils peuvent revenir, mais ils sont aux enfers, ils sont sous terre, ils n'ont pas accès à la lumière. Sauf quand ils se réincarnent à travers un démon et qu'ils reviennent à la surface, et ça on y reviendra. Mais ça, ce n'est pas une immortalité. C'est une façon d'être présent dans les âmes de ceux qui succèdent. C'est un kléos, précisément. C'est une reconnaissance, une gloire qui dure encore aujourd'hui. Par exemple, pour Homère, pour Agamemnon, pour Achille, pour Socrate, pour Platon, et tout cela, que nous n'avons pas oublié. Ils sont en nous. Ils nous font, nous sommes ces gens-là. Ils nous ont complètement constitués. Avec leur conglomérat hérité, leur révolution rationaliste contre le conglomérat hérité. Tout ça est en nous, dans notre inconscient. Les poètes, cela dit, si Platon les mettra à la porte dans la République, c'est parce qu'eux, ils représentent la société tragique dont Platon veut sortir. Maintenant, s'ils sont présents dans Ménon, et ils le sont encore, évidemment, au premier chef dans le banquet, c'est pour une raison très précise. C'est parce que les poètes, ce sont ceux qui pratiquent la poésie. Or, la poésie, chez les Grecs, c'est une mnémotechnique. Les poètes sont des spécialistes de la mémoire. Ils ont des capacités de voyance, comme dira encore Arthur Rimbaud, en 1800, je ne sais pas combien, 71, 72, 73, je ne me souviens plus, la lettre du voyant. Les poètes ont des dons d'extralucidité. Voilà ce que disent
les poètes à l'époque du conglomérat hérité, les poètes de l'âge grec. Ils ont une capacité à voir l'invisible. Comment est-ce qu'ils peuvent accéder à l'invisible? Par des pratiques très particulières qu'on étudiera la semaine prochaine. Je voulais vous les faire étudier aujourd'hui, mais j'ai pas le temps. Parce que sinon, on est parti encore pour une demi-heure. Donc on y reviendra la semaine, enfin dans 3 semaines. On verra avec Jean-Pierre Vernant et Vindriès, qui est un spécialiste des Aèdes et pas simplement grec, des Celtes en particulier, des Aèdes celtes. Des Aèdes, il y en a dans toutes les sociétés. Les Celtes sont très connus parce qu'ils ont été très étudiés. Il y en a aussi des Roumains, les Roms. Il y a des sociétés d'Aèdes dans ces régions-là des Balkans. Les Turcs, vous les voyez dans les très beaux films. Comment s'appelle ce cinéaste turc qui a fait des films depuis sa prison? Vous vous souvenez pas? Guinet, voilà. Qui a fait un film magnifique où on voit les poètes turcs, qui sont des Aèdes aussi. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces poètes? Pas tous, mais la plupart, ils sont tous aveugles. Comme l'était Homère. Homère était aveugle. Du moins, c'est ce que nous dit la tradition. Pour autant qu'Homère n'ait jamais existé d'ailleurs, parce que c'est peut-être un personnage de légende. Mais en tout cas, dans ces sociétés-là, très souvent, les aveugles sont des poètes. Et si vous vous dites, oui, Homère était aveugle, moi je le crois profondément. Parce qu'on voit partout, dans toutes les sociétés, des aveugles être poètes. Si vous vous dites, Homère ne voyait pas. Et maintenant vous lisez l'Iliade. Mais c'est beaucoup plus visible que n'importe quelle superproduction hollywoodienne. Un 70 mm en Technicolor à côté de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est rien. J'aime beaucoup le cinéma. Mais si vous lisez l'Iliade, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est hallucinant, de visibilité. Eh bien, ces poètes qui sont aveugles, ils voient l'invisible, c'est-à-dire qu'ils voient plus loin que le visible. Et, nous dira Vindriès, ces visions qu'ils ont des visions, ils sont très proches des devins, c'est ce que nous dira Vernant, elles passent par des pratiques de mémorisation, parce que la poésie, à cette époque-là, sert essentiellement à conserver la mémoire, comme c'est le cas des griots en Afrique, par exemple. Parce qu'il n'y a pas, c'est pour ça que Ampateba a pu dire, un grand penseur malien, a pu dire, un griot, un vieil Africain qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, ce mot est extrêmement célèbre, c'est parce que toute la mémoire de la tradition africaine est dans l'esprit de ces gens-là. Mais c'est déjà le cas, c'est le cas des poètes grecs qui viennent de la tradition homérique. La tradition homérique, c'est avant l'écriture. Bon, ces poètes, il y en a toujours à l'époque de l'écriture. Orphée, d'ailleurs, représente la littérature, c'est le dieu qui représente la littérature. Mais en même temps, il hérite d'une tradition orale, c'est-à-dire d'une mémoire qui n'est pas une mémoire spontanée, c'est une mémoire technique, mais par une mnémotechnique qui consiste à apprendre par cœur ce qu'on appelle le catalogone. Et les poètes, en général, ce sont des enfants aveugles qui ont été recueillis par la cité et on les a spécialisés dans l'apprentissage de la mémoire. Après, ça a évolué, ça s'est transformé, ils sont devenus musiciens. En général, ils s'accompagnent d'une lyre, comme vous voyez là. Ça, c'est le poète lyrique par excellence. Et ils sont aussi comédiens, c'est-à-dire qu'ils ont un costume, ce sont des saltimbanques, si vous voulez. Et ils racontent de mémoire et en improvisant l'histoire de la société. Et dans ces improvisations, ils créent par moments, ils sont possédés par cette mémoire, parce que cet apprentissage par cœur, qui est aussi rythmé d'une certaine manière, les met dans un état second sur lesquels on peut aujourd'hui avoir des explications très précises, état second qu'on trouve aussi chez les fakirs, qui existent réellement, qui est lié à des productions d'adrénaline d'un certain type, à des phénomènes respiratoires. On trouve aussi ça dans la tradition judaïque, une certaine manière de raconter, de dire la Bible, et ça produit un état à l'intérieur duquel, à un moment donné, tout à coup, l'être est saisi, est possédé, et dans un état d'athée, de mania, de délire, de transe, et il est
envahit tout à coup les démons, les dieux, le surnaturel arrive en lui, et là il se met à révéler des choses à la cité. Je dis tout cela parce que c'est ça qui est à l'arrière-plan de la convocation de Perséphone dans Ménon. C'est ça qui fait que les poètes sont les héros du banquet. C'est ça qui relie l'amour à la poésie et à la mystagogie. Et c'est ça qui fait le sujet de ce cours. Alors nous y reviendrons dans le cours prochain, en commençant par Jean-Pierre Vernant, qui a fait des études extrêmement précises sur ces questions. Nous verrons ce qu'en dit Vernant. Et ensuite, nous attaquerons véritablement, nous regarderons quelques beaux poètes, et nous attaquerons véritablement la lecture de Ménon, où nous commenterons en détail le mythe de Perséphone d'une part, et nous attaquerons la démonstration du calcul de la surface du carré, et nous verrons pourquoi il y a un lien entre tout cela. Voilà, merci de votre attention. On fait une petite pause de 10 minutes, et après on pourra discuter.